Je reviens de très très loin. J'aurais pu ne pas être là. Je peux pas rester insensible face à ça. Et je suis pas sûre qu'il se rend compte de ce que ça représente pour moi. Moi, je découvre mon pire cauchemar. Et en fait, non, mon frère était accroché devant moi. Il s'est pendu à la porte de l'ascenseur du domicile de notre maman. Tu te sens coupable? Bien sûr, je me sentirais toute ma vie coupable. Il ne s'agissait pas d'un père qui m'avait frappé ou insulté, mais il s'agissait d'un père qui me violait. Et ton père prend 1 an de prison? Il prend 1 an, sauf qu'il sort le soir même, puisqu'il était en prison depuis déjà 1 an. Et moi, on me ramène au foyer où je me fais casser la gueule. Et là, je découvre que ma mère est alcoolique. Elle me dit, je suis désolée, ma chérie, maman s'est suicidée. Et aujourd'hui, j'ai pas encore connu un homme qui... J'ai connu des hommes bien, mais même ces hommes bien-là, ils m'ont pas épargné non plus. Tu penses qu'il a pu s'en prendre à d'autres enfants en dehors du foyer familial? Hello tout le monde et bienvenue dans Carla pour toi. Aujourd'hui, je vais recevoir Stéphie. Stéphie, à l'âge de 11 ans, son père il lui a fait subir l'impensable. Et ce drame, il a fini par ravager toute sa famille, jusqu'à emporter sa mère et puis son petit frère Cara. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu son histoire, mais aujourd'hui on va parler de l'après. Comment on se reconstruit après l'impensable, comment on aime, comment on devient mère, comment on refait confiance quand ceux qui auraient dû nous protéger nous ont détruits. Aujourd'hui, Stéphie, elle va raconter son histoire, bien sûr, mais elle va aussi vous raconter ce que ça laisse dans la vie d'une femme. Les liens toxiques, les hommes, les limites, la maternité et la force qu'il faut pour continuer à vivre. Bonjour, je suis Stéphie Alexandrian. J'ai été victime de l'inceste de mon père qui a détruit ma famille au point que ma maman et mon plus jeune petit frère se sont suicidés. Parce que je crois que partager, c'est sensibiliser, je fais le choix aujourd'hui de me confier à vous comme je ne l'ai jamais fait par le passé. Quoi qu'il m'en coûte, parce que je pense que peut-être ces mots-là et ces confidences auront vocation à vous aider. Salut Stéphie. Salut. Stéphie, merci beaucoup d'être venue dans mon podcast aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait quelques temps que je t'ai rencontrée. Je te suivais déjà sur les réseaux depuis longtemps parce que j'étais très admirative de ton combat. Quand j'ai dit autour de moi que je te recevais dans mon podcast, d'ailleurs, tout le monde était en mode oh, cette fille est tellement incroyable. Non mais c'est vrai, à travers tes réseaux sociaux, on est tous happés par la manière dont tu mènes ton combat. Donc je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de gens justement qui connaissent ton histoire à travers les réseaux sociaux, à travers les interviews que tu as pu donner. Moi aujourd'hui, je voudrais faire un truc un peu différent. Je voudrais qu'on parle de la femme qu'il y a derrière ton combat. Stéphie, pour comprendre la femme que tu es devenue aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne au tout début de l'extérieur, ta famille. À quoi elle ressemblait? Je dirais une famille qui a tout. En fait, le problème quand tu viens d'un milieu qui est pas défavorisé, que tu vis dans une grande maison, donc visible aux yeux de tous, c'est que les gens, il y a une part d'envie, peut-être même de jalousie. Donc, je pense que je passais vraiment pour une jeune fille qui avait beaucoup de chance de vivre dans une grande maison avec une piscine chauffée, avec un jacuzzi, avec une vue mer. Et donc, personne ne s'est jamais finalement posé la question si je pouvais souffrir. Là où j'avais peut-être un peu d'empathie, c'est que je suis née comme l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Et mon deuxième petit frère, quand il est né, il était très malade. Donc j'avais quand même l'empathie d'autrui sur le fait de vivre au quotidien avec le handicap et la maladie. Et mis à part ça, j'avais l'air d'avoir beaucoup de chance. Et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur que les gens voyaient pas à l'extérieur? Alors moi, j'avais déjà ce quotidien très peu adapté pour une enfant avec la maladie. Il faut imaginer un enfant qui est hospitalisé à domicile, donc c'est très lourd au quotidien. Et outre cela, il y avait mon père qui était très présent, qui était le père qui a arrêté une carrière brillante pour s'occuper de son enfant malade. C'était quoi son travail? C'est compliqué de répondre sans vraiment le mettre en porte-à-faux, mais il a fait de grandes études, de grandes écoles, les arts et métiers, maths sup, maths spé, etc. Et ce que je peux dire, c'est qu'avant ma naissance, il était consultant international, à titre d'exemple. Donc c'est quelqu'un qui avait un grand réseau. J'ai vu plein de gens qu'on peut voir parfois à la télé ou ailleurs qui ont été chez moi. Donc j'ai eu accès à ça enfant. Et personne ne voyait qu'à côté de ça, c'était un papa pas normal du tout. Il avait ce côté bon père, c'est-à-dire très présent, très investi. C'est lui qui répondait à mes questions. Moi, j'étais une petite fille très curieuse. Je posais des questions assez improbables pour une petite fille de 5, 6, 7 ans. Et il avait vraiment ce bon rôle. Mais à côté de ça, c'était l'homme qui rentrait dans ma chambre le soir et qui dépassait des limites chaque fois un peu plus. Et j'ai mis des années avant de comprendre que ce que je vivais, ce que j'endurais sans vraiment le reconnaître moi-même, était absolument pas normal et était surtout extrêmement grave. C'est vrai ça, quand on est petite fille, comment on se rend compte que c'est pas normal? Je pense que c'est vraiment difficile de te dire comment. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y a un déclic à un moment. Un déclic, moi le déclic ça a été qu'il allait plus loin.
Moi, je reprochais des agressions sexuelles. J'ai fini par dénoncer des viols. Et un soir, ça a été évident. J'ai pas pu me raccrocher au fait que c'était un dérapage, que c'était ci ou ça, et c'était d'une telle violence, et c'était tellement trop pour moi que j'ai saisi à ce moment-là qu'en fait, c'était pas un papa, et que si je voulais vivre, il fallait absolument que j'en parle à quelqu'un. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans. Et ça, tu sais à quel âge ça a commencé? Mes plus jeunes souvenirs. De mes plus jeunes souvenirs, mon père est ambigu, très particulier avec moi, des gestes déplacés. Et c'est à 11 ans que t'en parles à ta maman. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'elle te répond? Alors déjà, je le supplie de venir dans ma chambre pour pouvoir lui parler, ce qui est pas simple puisque mon père était dans la maison. Et mes mots, quand je me retrouve seule à seule avec elle, c'est maman, c'est papa, c'est papa. Elle a compris. J'ai pas eu besoin de dire des mots. Je les avais pas. De toute façon, à 11 heures, j'avais pas de vocabulaire lié à la sexualité. Elle a compris, c'est-à-dire qu'elle le suspectait déjà d'avoir des tendances... Je peux pas dire si elle le suspectait, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle a tout de suite compris qu'il s'agissait de ça. Il s'agissait pas d'un père qui m'avait frappé ou insulté, même s'il pouvait le faire aussi, mais il s'agissait d'un père qui me violait. Et quelle a été sa réaction? Alors au début, elle s'est effondrée, elle a pleuré. Ça a duré vraiment très peu de temps, quelques secondes, petites minutes. Et très vite, elle s'est ressaisie, elle s'est redressée comme ça. Et elle m'a dit, écoute, il va falloir que tu te taises. Parce que si tu parles, ton frère cadet, Peter, se suicidera parce que trop fragile. Ton deuxième petit frère, Tim, donc très malade, sera placé en structure publique et décédera par manque de soins, ce qui nécessitait une grande prise en charge. Et elle était enceinte de mon plus jeune petit frère Karl, et elle m'a dit, je vais faire une fausse couche. Et je vais perdre mon bébé. Donc c'est terrible, c'est important de le garder en tête parce que ça a conditionné tout le reste de ma vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle me dit, il faut que je me taise, sinon tout le monde va mourir. Avec du recul, est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi elle a voulu le protéger à ce moment-là? Est-ce que c'est parce qu'elle l'aimait, elle voulait pas le quitter? Est-ce que c'est parce qu'elle avait peur de se retrouver seule? Je pense qu'elle a pas du tout voulu le protéger. C'était pas du tout fait dans une dynamique de l'intérêt de mon père. À ce moment-là, c'était ma mère qui parlait avec l'emprise qu'il avait sur elle, avec ses propres vulnérabilités. Mon père vient pas du tout d'un milieu défavorisé, mais ma mère, elle, a connu la misère sociale et une forme de maltraitance dont elle a jamais trop voulu parler. C'est d'où l'intérêt de traiter son enfance, d'oser faire face aux souffrances qu'on a vécues et qui nous ont traumatisés, parce que je pense que tout ça l'a amené à avoir une forme de dépendance. Et elle n'avait pas la capacité à ce moment-là de se dire, je vais faire face, je vais me séparer, peu importe ce qu'il en coûte. C'était insoutenable pour elle. Et qu'est-ce que ça casse en toi ce jour-là où ta maman te protège pas? À ce moment-là, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'elle finit par me dire, je vais aller parler à ton père, il faut que tu m'attendes là. Et à ce moment-là, je suis encore dans le ligne dans ma tête et je me dis, c'est pas possible, elle va le tuer. Donc j'imagine pas une seconde qu'elle va s'organiser avec lui, qu'elle va se mettre d'accord. Pour moi, à ce moment-là, à tout moment, mon père va se faire tuer par ma mère. Et en fait, pas du tout. Elle revient quelques temps après pour me dire, il faut que tu parles avec ton père maintenant. Et elle me contraint à avoir une discussion avec mon père face à face, comme je te parle, de canapé en face, en me disant, t'inquiète pas, je resterai à côté de toi. Et là, il m'explique qu'il est désolé, que c'était un dérapage, qu'il refera plus jamais. Enfin, il assume absolument rien, mais il me fait comprendre que, de toute façon, ma parole ne vaut rien. Par la suite, ta mère, elle va surveiller que tu restes pas seule avec ton père? Elle m'avait promis que oui, mais je dirais que non. Tu vois, je faisais à l'époque de la musique à haut niveau. J'ai eu mes prix de solfège, de violoncelle, etc. J'avais un grand concours national. Et ma mère a prétexté, alors il y avait, je pense, un fond de vérité, mais elle aurait pu trouver peut-être une autre solution, de pas pouvoir m'amener. Donc elle m'a laissé faire seule le trajet jusqu'à Clermont-Ferrand, du sud de la France. Elle a fait un petit morceau avec mon père seul à seul, qui m'a éclaté la figure sur ce trajet, parce que je commençais un peu à me rebeller. C'est-à-dire qu'en public, je prenais sur moi, mais de plus en plus en off, j'osais dire vous me faites du mal, c'est horrible. Et ça m'arrivait d'éclater en sanglots à table, dans des dîners un petit peu snob, etc. Et donc ça les mettait en porte-à-faux. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, à tout moment, je me mettais à pleurer. Donc non, je dirais que elle m'avait promis que oui, mais elle n'a pas tenu sur la durée. Est-ce que, j'imagine, ça t'a créé une faille dans l'estime que tu peux avoir de toi? Tu sais, j'ai jamais entendu mes parents me dire qu'ils m'aimaient, ou alors c'était pour obtenir quelque chose de moi. Jamais j'ai entendu, comme moi je le dis à ma fille, que j'étais belle, gentille, intelligente. Je sais pas si tu connais le film, mais c'est un livre initialement, La couleur des sentiments, Bien sûr. qui est magnifique. À un moment, cette nourrice, prend la petite fille qui est maltraitée par sa mère, qui est très dure avec elle, et elle lui dit you're kind, you're smart, tu vois. Et en fait, tous ces mots-là, je les ai jamais eus. C'est très difficile de s'aimer soi-même quand on n'a pas été aimé pendant tant d'années, et plus encore quand on a été mal aimé. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire
que on peut t'aimer sans te faire mal? Les gens, oui. Aujourd'hui, j'ai pas encore connu un homme qui a... J'ai connu des hommes bien, mais même ces hommes bien-là, ils ont su me faire souffrir. Ils m'ont pas épargné non plus. Donc non, En sachant ce que tu avais vécu? Oui, sans vouloir faire mal, mais par lâcheté, par manque de valeur. Est-ce que c'est notre génération? Est-ce que c'est moi qui en attends trop? J'ai quand même l'honnêteté de me dire que c'est pas simple d'aimer quelqu'un comme moi. Non pas parce que je suis méga traumatisée, que je suis hystérique du matin au soir, c'est absolument pas le cas. Je suis vraiment la femme solide qu'on peut voir à travers l'écran et je suis assez authentique là-dessus, mais parce que quand t'as autant souffert et que t'as payé aussi cher le prix de ta vie, quand tu sais le poids que tu portes le matin quand tu décides de te lever, c'est pas pour moins que ça. Et donc ça te rend exigeante. Et t'es plus prête à accepter tout et n'importe quoi. Et ça, c'est difficile pour des personnes qui ont jamais souffert. Tu peux pas accepter qu'on te fasse souffrir pour des conneries de couple? Je tiens beaucoup au respect. C'est-à-dire que moi, je vois, peu importe à quel point je pense avoir raison, si tu me dis que je te fais de la peine, je vais m'arrêter. Je vais arrêter ce que je fais, je vais arrêter notre conflit, je vais me poser, on va discuter. Tu vois, c'est ça qui est important. Et je trouve que de nos jours, il y a plein de gens incroyablement bien, de manière même plus large que les relations amoureuses ou mon rapport au masculin. On n'est pas assez bienveillant et bien intentionné avec notre prochain, sincèrement. On a tendance à croire qu'on sait, on sait pas ce qui se cache derrière quelqu'un. Et moi-même, alors que c'est extrêmement public, j'ai pu subir des trucs super difficiles de par mon exposition. Enfin, tu sais, c'est difficile de plaire à tout le monde. Et le fait que, je sais pas, parfois j'ai l'impression que le fait que je puisse m'en sortir, on arrive à m'envier. Je comprends pas comment on peut envier quelqu'un qui a autant perdu. Mais à quoi tu vois ça? Je le vois, je reçois des messages qui sont abominables parfois. Quel genre? De tout, alors. Mais ça peut aller jusqu'à, finalement, t'aurais dû te suicider comme ton frère, tu fais la malheureuse, mais tu sais, y a pas que toi qui galère. Enfin, je pense pas être dans la plainte perpétuelle. Je fais Surtout que t'as absolument un combat tout pour, derrière. Ton histoire, tu la racontes pour aussi ton association, il y a un but. Il y a des gens pour qui c'est pas le problème de savoir si je mange et si j'ai de quoi avoir un toit sur la tête. Et c'est très ambivalent, mais après, il faut imaginer que ce sont pour beaucoup des gens qui souffrent, des gens qui n'ont pas la capacité de faire la part des choses. Ça, je l'entends, et du coup, je leur en veux pas, mais ça n'en est pas moins parfois douloureux. C'est pas normal que quand t'as surmonté... pour dire ça. Je sais pas, mais je pense que c'est un manque de recul, un manque de plein de choses, mais c'est vrai que voilà, parfois les valeurs se perdent un peu et l'exposition a un coût. Il faut pas croire que c'est tous les jours facile, mais je sais pourquoi je le fais. Pourquoi tu le fais? Je le fais parce que je crois que ça sauve des vies. C'est pas parce que on peut pas aider tout le monde que ça n'aidera personne et parce que tous les jours on me dit merci. Et je sais que tous ces gens qui me disent je t'écoute, je pleure, je t'écoute, je me suis levée, j'ai enfin fait ci, j'ai enfin fait ça, et des gens qui ont parfois vécu à milieu du mien, qui ne sont pas concernés par ces questions, mais juste parce que j'ose mettre des mots sur la souffrance et ne pas faire comme si tout allait bien tout le temps. Rien que pour ça, ça me donne beaucoup d'espoir, voilà, je crois. On va revenir à l'histoire. Après avoir parlé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Après avoir témoigné ou ma maman à l'époque? Après l'avoir dit à ta maman. Oula, la descente aux enfers, mais bon, j'y étais déjà. J'ai passé 2 ans à me taire. Au final, je te la fais synthétique parce que l'histoire est quand même bien longue et complexe, mais mon père finit par se dénoncer parce qu'il apprend que je vais le faire, donc il anticipe via un ami psychiatre pour essayer d'être mis en examen, voire condamné pour des faits moindres. C'est des questions de niveau de gravité infractionnelle, si je parle. Je vulgarise un peu le droit. Et je me retrouve donc auditionnée, et à ce moment-là, je suis hospitalisée. J'ai une ostéite, un problème au dos, enfin, pas de chance. Et donc moi, mon premier contact avec la justice se fait dans un hôpital avec des policiers en civil. Et ça a pris plusieurs mois en fait avant que la justice prenne vraiment des mesures. Donc je finis par aller mieux, à être soignée à l'hôpital pour ce problème au dos. Mes parents m'envoient au Mexique chez un garçon au père. En fait, tu sais, du fait de mon frère très malade, on avait des personnes au quotidien qui s'occupaient de mon frère. Donc, d'autres nationalités, pays, et qui tournaient par 2 ou 3 personnes. Et on avait eu un garçon au père mexicain. Et donc mes parents m'envoient là-bas, chez sa famille à lui. Donc je passe l'été là-bas. Je vais évidemment pas bien. Je sais que mon père a déjà été auditionné, mis en garde à vue, mais il est libre, ma mère aussi. Je sais pas du tout ce qui se passe. Moi, j'ai pas de nouvelles. Je veux pas parler à ma mère, en fait. À partir du moment où je pars dans ce pays, je coupe court, je discute plus, je réponds plus à ma mère. Là, t'as quel âge? J'ai 13 ans. À peine 13 ans.
Et bon, il faut rentrer un moment avec la date de retour prévue. Et à ce moment-là, j'ai tous les sons de gauche différents. J'ai des mails de ma mère qui me dit que c'est elle qui va me récupérer. Mais je reçois un mail d'un avocat que je connais pas qui me dit que c'est plus compliqué. Donc, je prends cet avion, un vol à compagnie Air France de mémoire. J'espère pas me tromper sur la compagnie. Enfin bref, je prends cet avion accompagné et à l'aéroport de Marseille, j'ai une barrière avec des policiers, des travailleurs sociaux, de l'aide sociale à l'enfance et on m'amène dans un foyer d'urgence à Vitrolles. Et là, je découvre une autre violence. C'est-à-dire? La misère sociale, dans le sens où de toutes les conséquences que ça peut avoir sur des enfants, donc beaucoup de violence en interne entre les enfants en eux-mêmes, beaucoup de gros mots, beaucoup de gestes brusques. Moi, je me faisais frapper, je me faisais casser la figure. Résultat, je descendais plus manger. Pendant 2 ans, je mangeais des conserves de maïs premier prix, même pas celles que tu peux ouvrir à la main, où t'as l'ouvre-boîte comme ça, et des paquets de chips parce que c'était pas cher et c'était mes seuls repas. C'était les parents de mes amis au lycée qui, de temps en temps, me donnaient 5 € ou autre pour que je puisse Parce que t'allais dans un lycée normal? Je me suis battue parce que quand j'ai été placée, moi, j'avais 2 ans d'avance à l'école. J'ai dû arrêter la musique parce que la France n'avait pas les moyens de payer pour ça, donc j'ai renoncé à mon rêve. Ça a été aussi une grande souffrance à l'époque. Et je me suis battue pour aller à l'école parce qu'en réalité, parmi les jeunes qui m'entouraient, il y avait, franchement, au mieux, ils passaient un brevet ou un CAP. Moi, j'ai connu très très peu de jeunes, même peut-être une seule, je crois, qui allait au lycée. Et comment t'as fait pour jamais lâcher? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, t'es très intelligente, t'as même repris les études, on va en parler de tout ça plus tard. Mais comment t'as fait pour jamais lâcher? Parce que quand on te met dans un foyer, t'aurais pu décrocher? J'ai toujours cru que ça pourrait me sauver. En tout cas, si quelque chose allait me sauver, ça serait ça. Et donc, j'ai pas lâché. Après, on dit pas lâcher, j'ai lâché parfois. On en discutera, mais moi, j'ai fait une tentative de suicide quand j'avais 14-15 ans et j'ai passé une semaine dans le coma. Donc, je n'ai pas jamais lâché. Je reviens de très, très loin. J'aurais pu ne pas être là. Mais effectivement, j'ai fait le choix de choisir la vie. Et donc, j'ai choisi, voilà, d'aller au lycée. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais ça a été très dur, effectivement. Il faut imaginer que tous ces enfants-là, on n'en parle pas assez des enfants. Alors aujourd'hui, on dit enfants confiés. Pour parler clairement, ce sont des enfants qui sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Mais en foyer, c'est parfois plus dur encore. Tout dépend d'où tu tombes. C'est vraiment une loterie humaine. Il y a une vraie perte de chance. C'est pour ça qu'il faut les entendre, ces jeunes-là qui disent... Qu'est-ce que t'as vu dans ces foyers? Ah bah de tout, en fait, ils mélangent. Moi, le premier que j'ai fait, c'était un foyer d'urgence. Donc c'est vraiment ce qui se fait de plus bas de gamme dans le cadre du placement d'un enfant. Et ils mélangent des mineurs victimes et des mineurs délinquants. Alors il est vrai que les mineurs délinquants, pour beaucoup, sont d'abord souvent des enfants victimes. Des enfants qui ont été maltraités d'une manière ou d'une autre et traumatisés. Mais c'est très compliqué quand t'es victime parce que tu fais face à beaucoup de souffrance et de violence. Et t'as aussi des mineurs, on appelle ça les mineurs non accompagnés. Ce sont des mineurs étrangers qui ont quitté leur pays pour plein de raisons et qui viennent et qui mentent sur leur âge. Donc j'ai failli me faire violer par un type qui disait qu'il en avait 15 et moi j'ai vu ses vrais papiers algériens, il en avait 30 passés. J'ai eu des avances d'éducateurs aussi. J'ai des éducateurs qui m'ont fait des avances. J'ai aussi des pères qui venaient voir envie de médiatiser leur enfant dans mon premier foyer et qui me glissaient des petits mots en me disant appelle-moi sur mon 06. Ils avaient 45 ans, ces garçons, enfin, ces hommes. C'est très grave. Oui, tout est très grave. Et ce qui est très grave, moi, un des trucs qui m'a le plus fait souffrir, ou de ça, qui était une vraie souffrance, c'était le mépris que j'avais des travailleurs sociaux. J'ai rencontré très peu de personnes bien pendant un peu plus de 2 ans où j'ai été placée. Alors que pourtant, quand on est travailleur social, normalement, on est là pour aider. Moi, ils étaient très méchants avec moi. Ils m'appelaient dans le deuxième foyer que j'ai fait, une éducatrice, elle m'appelait Chichi Pampan. C'est-à-dire? Bah, pour elle, j'étais une Chichi Pampan. Voilà. Ça veut dire quoi? Je faisais trop ma princesse, j'étais trop comme si. Mais tout ça parce que j'osais parler français et qu'au lieu de dire, j'en sais rien, j'allais dire, bah, je ne sais pas, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Ça ne passait pas. Elle supportait pas? Non, donc c'était problématique parce que les professionnels me faisaient payer et les jeunes, me rejetaient parce que forcément, on venait de 2 mondes différents et ils avaient leur propre souffrance. Alors tu vois, c'est rigolo parce que maintenant je suis exposée, donc il y en a qui m'ont écrit pour s'excuser. Je leur en veux pas. Ce sont des jeunes qui souffraient, qui vivaient leur propre trauma. Donc c'était des enfants en fait. Un enfant, il fait ce qu'il peut. Mais le système, il a jamais été à la hauteur. Alors bon, c'est toujours mieux que d'être chez tes parents quand ton père te viole et que ta mère te protège pas. Entre la peste et le choléra. Aujourd'hui, en France, tu penses qu'il faudrait faire quoi pour les foyers? Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut à un moment se poser les questions des moyens de nos ambitions. Si on n'a pas envie que nos enfants livrent des témoignages comme celui que je te lis devant toi aujourd'hui, peut-être qu'il faut payer. Voilà, peut-être qu'il faut mettre des moyens. Nos budgets, ils sont ridicules par rapport aux besoins. Donc évidemment qu'il y a plein de choses à faire et tout n'est pas une question d'argent, mais moi je maintiens que ça reste le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, toutes les professions liées à la protection de l'enfance se manifestent de plus en plus. Même la magistrature se lève aujourd'hui, les magistrats, les juges, pour dire on n'a plus les moyens de rendre la justice.
Et ça se répercute dans toutes les sphères en lien avec ces questions de protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues, les pédopsychiatres, l'école. Enfin, je veux dire, on n'a pas les moyens de nos ambitions. C'est terrible. T'es resté combien de temps dans ce foyer? Le premier, un peu plus d'1 an, et le deuxième, une petite année. Et pendant ce temps-là, à la maison, qu'est-ce qui se passait? Alors, ma mère a conservé la garde de mes frères, et mon père, lui... Donc, ils ont divorcé? Pas tout de suite, en fait. Moi, j'ai été placée en foyer d'urgence dans les conditions que je t'ai données, un peu à la digne d'un Netflix. Et j'ai appris dans la foulée que mon père avait été incarcéré juste avant, au Baumette à Marseille, en détention provisoire. Et une instruction criminelle a été ouverte pour des faits de viol incestueux. Ma mère a été mise en examen, mais laissée libre. Et elle a pu continuer à s'occuper de mes frères, ce qui ne me posait pas de problème. Quelle a été leur peine à tous les deux? Alors ça, c'était ce dont je te parle, c'est 2010, oui. Septembre 2010, un peu plus d'1 an plus tard. Mon père est condamné, il prend 3 ans, dont 1 année ferme. Et ma mère, elle prend 1 mois avec sursis. Et ma mère avait demandé le divorce quelques jours avant. En gros, ta mère ne va pas en prison, ton père prend 1 an de prison. Il prend 1 an, sauf qu'il sort le soir même, puisqu'il était en prison depuis déjà 1 an. Et moi, on me ramène au foyer où je me fais casser la gueule. Et ça, je l'ai extrêmement mal vécu. J'avais une chambre avec des barreaux aux fenêtres, les douches, elles étaient collectives. Enfin, c'est extrêmement précaire, c'est abominable comme quotidien pour une jeune fille. Moi, je voulais juste la paix. J'écrivais, j'ai encore des cahiers de l'époque où j'écrivais comme un journal intime. Et c'est beau de me lire aujourd'hui. Je me dis, j'étais pleine d'espoir. Qu'est-ce que j'étais naïve, tu vois. Je me disais, j'écrivais même comme pour me convaincre à moi-même que ça allait s'arranger. T'en veux à la justice? Oui et non. J'en veux pas à la justice parce que je pense qu'elle a pensé bien faire, comme on pense encore aujourd'hui dans des situations similaires bien faire. Mais j'en veux à tout un système qui traîne et qui est pas à la hauteur des besoins de ces enfants qui sont littéralement la société. Demain, on peut pas se plaindre de la délinquance ou de tout ce qu'on subit au niveau d'adultes qui vont mal aujourd'hui. Si on fait pas ce qu'il faut pour eux quand ils sont enfants, les traumatismes de l'enfance, ils nous suivent pour toujours, qu'on le veuille ou non. Ça t'a volé ta légèreté de jeune fille? Ah oui. Je reste naïve parfois, c'est rigolo, j'ai pas de second degré. Enfin, je suis ok avec ça et ça fait rire beaucoup mes proches parce qu'ils peuvent me faire avaler pas mal de trucs sympathiques. Donc il y a une petite part de moi qui reste innocente, mais oui, ça a rendu les choses très réelles. Il y a pas beaucoup de rêves dans ma vie. C'est pour ça que je tiens au peu qui me reste, tu vois. Quand on a dû survivre si tôt à tout ça, est-ce que ensuite on a du mal à juste vivre normalement? On peut pas vivre normalement. Et puis, qu'est-ce que c'est vivre normalement? Tu vis normalement, toi? Enfin, je sais pas. Pour d'autres, tu vis pas normalement et inversement. Donc, je pense que c'est pas simple de vivre après ça. C'est un choix de tous les jours et c'est une capacité. Tu vois, j'avais fait une vidéo comme ça, enfin, écrit un texte là-dessus. Moi, j'aime beaucoup écrire sur le fait que la vie, c'était des vagues. J'aime bien essayer de mettre des images sur la question de la souffrance parce qu'on souffre tous dans notre vie, malheureusement, à des degrés différents, pour des causes différentes. Et il faut vraiment garder en tête que parfois, quand tu es dans le creux de la vague, si tu te noies, tu as l'impression que tu vas jamais te relever. Enfin, tu vois, et il faut garder en tête que juste avant, tu as respiré, juste après, tu pars respirer. Tu vois, c'est vraiment cette capacité à. Et moi, j'aime bien dire que finalement, à l'école de la vie, je suis devenue une surfeuse. Tu vois. C'est vrai. Tu donnerais quoi comme conseil si aujourd'hui tu as des jeunes qui sont en train de vivre des choses, adolescents, dans des foyers, traverser des épreuves difficiles? Je pense que je les supplierais de pas abandonner. Je les supplierais d'avoir cette rage de se dire que ça ne peut pas être le dernier mot de l'histoire. Et quoi qu'on t'ait fait endurer, peu importe à quel point je vais jamais y arriver, j'en peux plus, je vais craquer, c'est trop pour moi, je veux plus, je renonce. Lâche pas. Je t'en supplie, lâche pas parce que on a besoin de toi, même si tu le sais pas encore. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'on avait besoin de moi et je remercie tous ces gens. Tu vois, tu parlais un peu en off avant qu'on commence cette interview de l'audition que j'ai eue à l'Assemblée nationale il y a quelques temps et je pensais pas que ça me rendrait aussi émotionnelle, mais tous les messages que j'ai reçus parce que cette vidéo a tourné, ça m'a bouleversée à un moment où les gens savaient pas à quel point j'allais mal ces derniers temps. Parce que je viens de passer la date du décès de ma mère, de tout un tas de drames, de l'anniversaire de mon frère, c'est très dur l'anniversaire d'un enfant qui est mort. Et je les remercie parce qu'ils m'ont insufflé plein de vie, plein d'espoir à un moment où j'avais l'impression que ça devient trop dur, je me bats trop seule. Ça t'a aidé de parler, de t'exprimer sur les réseaux, à la télé? Bien sûr, ça n'a pas aidé que moi, je pense que ça a aussi beaucoup aidé ma fille. Le fait de m'exprimer m'a donné un champ des possibles. C'est-à-dire que moi, il faut imaginer que jusqu'à l'âge de 24 ans, quand je perds mon petit frère Karl, qui est justement mon leitmotiv pour parler haut et fort, voilà. Je sais pas ce que c'est que d'être autre chose que seule. Et donc en fait, de savoir qu'on pleure avec moi, non pas que ça fasse plaisir de rendre les gens tristes, c'est la chose que je veux, c'est les bouleverser dans un sens qui les rendrait mal.
Mais oui, de pas me savoir seule, de savoir qu'il y a cette humanité-là, oui, ça me donne foi, parce que moi, si je vis, c'est parce que je crois que la vie est belle malgré tout. Ça te redonne foi en l'humanité? Bien sûr. Et ça, c'est le meilleur médicament au monde. Ton père, donc, au bout d'1 an, sort de prison. Toi, pendant ce temps-là, t'es placée en foyer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'il continue à pouvoir voir tes frères? Alors, quand mon père est libéré, le soir même du procès, il y a une procédure de divorce qui est engagée par ma mère. Et dans ce cadre-là, il obtiendra assez rapidement un droit de visite et d'hébergement classique. Grosso modo, je te le vulgarise, un week-end sur 2, la moitié des vacances, sur mes frères, mais surtout le plus jeune d'entre eux, donc Karl, qui a 2 ans. Et il faut savoir que ça, c'est la suite logique, puisque durant toute sa détention, mes frères allaient voir mon père au parloir. On met un homme en prison parce qu'on l'accuse d'avoir violé sa fille, mais ça ne choque personne que tous ses enfants, hormis sa fille, aillent le voir en prison. Et qui plus est, qu'il conserve ses droits sur moi. Mon père, quand j'avais les audiences devant le juge des enfants pour parler de mon placement, de décisions liées à ma santé à l'école, il était convoqué pour qu'on lui demande son avis. On me demandait l'avis d'un homme qui était actuellement en prison pour m'avoir violé. Et en fait, ce non-sens, il a perduré tout au long. Donc, ta mère, elle pouvait rien y faire? Ma mère, elle a essayé, mais elle a fait face à une justice qui prônait, c'est ce qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui au niveau des acteurs engagés sur ces questions, le maintien du lien à tout prix. Et à l'époque, c'était peut-être encore plus, enfin c'est même pas peut-être, c'était 100 fois plus exacerbé qu'aujourd'hui. Et ça n'en est pas moins acceptable, ce qu'on peut constater chaque jour. Toi, tu trouves qu'il faudrait faire quoi quand on a un parent incestueux? Il faudrait couper le lien, rompre le contact? Je pense que quand un homme est condamné pour des faits comme ceux que mon père a commis, il n'y a pas de questionnement. Je vois pas à quel moment un homme qui a une condamnation pour des faits de pédocriminalité a le droit de voir seul d'autres enfants. Pourquoi on prend le risque? Alors non, mais déjà, c'est compliqué de prendre un risque quand il n'y a pas de condamnation. Et je pense qu'il faut quand même investir ces sujets. Mais ils sont délicats et ils méritent de la nuance. Alors, quand il est condamné pour avoir agressé sexuellement sa fille... C'est ça qui t'a donné envie d'être avocate? Je pense qu'après tant de drames, t'as 2 options. Soit tu dévies de cette vie-là et tu changes de vie. Je sais pas, tu pars à Bali, au petit exil sous les cocotiers et je sais pas, tu fais de la peinture et ça peut être très chouette aussi, je respecte. Soit tu en fais quelque chose. Et moi, j'ai fait le choix de vivre avec ça et d'essayer de transformer les pires horreurs en quelque chose qui en sauvera d'autres. Parce que finalement, pour moi, il y a que ça à faire. Quand on grandit dans un chaos pareil, est-ce qu'on arrive encore après ça à reconnaître un amour sain? Quand toute ta vie, les gens qui te devaient le plus, qui devaient être l'exemple même de la confiance, de l'intégrité, etc., ont dépassé les limites parce qu'il n'y a pas que l'inceste. Moi, ma mère me frappait, mon père aussi. J'ai eu des violences psychologiques extrêmement conséquentes. Enfin, je veux dire, la violence, elle était partout. Elle était pas que dans ma culotte, si je te parle crûment. C'est très compliqué derrière de savoir et de déceler ce qui est normal, ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Elle est où la limite? À quel moment je sais si je peux te pardonner, je dois te pardonner, ou en fait non, c'est le truc de trop et c'est ciao. Et c'est très difficile de se situer dans tout ça et de surcroît quand l'affect se mêle. Je veux bien plus y arriver s'il n'y a pas d'affect. Mais à partir du moment où je t'aime, même en amitié, hein, j'ai pu avoir des déboires amicaux où j'ai pas vu le loup dans la bergerie, si je peux me permettre d'en parler ainsi. Et ça, c'est vraiment une vigilance de tous les jours qui est fatigante et qui nécessite un investissement personnel et un travail sur soi, mais que j'ai effectué et que je poursuis et qui reviendra à de multiples reprises dans ma vie. Il faut avoir conscience que toute sa vie, tu dois travailler là-dessus. Toute ta vie, tu dois faire en sorte d'être vigilant. Est-ce que tu as connu des liens où tu acceptais trop? Oui. Je pense que dans chaque relation, et pardon pour mes ex, mais j'ai toujours un peu trop accepté, oui. Je pense qu'ils le savent et les meilleurs d'entre eux diront que je méritais mieux. Est-ce que le manque de protection, il peut rendre vulnérable aux mauvais hommes? En quel sens? Tu veux dire, est-ce que parce que j'ai pas été protégée enfant, alors je suis forcément une proie plus facile? Oui. Oui, 1000 fois. Oui, je pense que oui, et que le problème, c'est quand t'as vécu tant de choses comme ça, quand tu t'en sors, parce que tu t'en sors, ça relève du miracle finalement de rester vivant après ça. Je pense qu'il faut le dire aux victimes qu'elles sont courageuses, rien que d'être vivantes. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'admettre que ça va continuer à avoir des répercussions dans ta vie. Donc t'as une petite tendance à être dans le déni, à te dire j'en suis sortie. Maintenant plus rien ne peut m'arriver. Et c'est faux. Et donc tu peux être amené à plonger dans des situations, des relations qui sont pas saines pour toi du moins. Et moi je pense que j'ai fait cette erreur-là quand j'avais 16 ans. C'était quoi l'erreur? Je suis maman. J'ai une petite fille de 11 ans qui est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et vraiment, c'est pas possible de pas aimer la vie quand t'as l'enfant que j'ai. Même quand t'as un enfant, je crois, mais c'est vrai que je manque un peu d'objectivité.
Elle le sait, c'est ma personne préférée. Pour autant, j'étais pas prête à choisir l'homme avec lequel j'allais faire ma vie à l'âge de 16 ans. J'étais pas prête à savoir si son père était quelqu'un pour moi. Toi, quand tu l'as rencontré à ce moment-là, t'étais en foyer? Non, moi, je suis retournée vivre chez ma mère à l'âge de 15 ans. J'ai pardonné à ma mère. Ma mère a demandé le divorce, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai voulu retourner vivre chez elle à l'année terminale parce que pour moi, c'était très important d'être près de mes frères. Mes frères, c'était toute ma vie. Je vivais... Enfin, c'était ce qui me ramenait à la vie. J'avais besoin d'être près d'eux, d'autant que j'en avais un qui était mourant, donc j'avais très peur de le perdre. Et puis, il y avait le petit Karl, et ça, on l'a pas dit, mais durant sa première année de vie, je m'en occupais énormément avant d'être placée. Je faisais ses biberons, ses nuits, j'étais pas du tout à ma place de grande sœur. J'étais très tôt comme une mère de substitution. Et donc... Je passe cette année de mes 15 à 16 ans chez ma mère, j'obtiens mon baccalauréat à l'âge de 16 ans et je rencontre très tôt le père de ma fille. Alors on se l'était dit en off, je peux pas en parler comme je le voudrais parce que c'est le père de ma fille et qu'à cet égard je dois le respect et puis je dois surtout le respect à ma fille de sa vie parce que c'est aussi son histoire de vie. Mais ce qui est certain, c'est qu'à 16 ans, j'étais pas prête à faire pas le choix de la maternité parce que force est de se constater qu'elle me remercie tous les jours d'être la maman que je suis, mais on n'est pas prêt à faire sa vie avec un homme à l'âge de 16 ans. Encore moins quand on a vécu autant de drames. Et j'étais pas capable à ce moment-là de choisir ce qui était vraiment bon pour moi. Et t'es tombée enceinte, c'était prévu? Sous pilule. Tu prenais la pilule? Bien sûr, sans oubli. Sans oubli? Ouais. On croit à tort, c'est vrai que ça c'est beaucoup de lobbying des laboratoires, mais la pilule évidemment que c'est le moyen le plus fiable. Si tu t'en tiens aux statistiques, il n'y a pas de 100%. Et ma fille, ça a été ce petit pourcentage. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est une évidence, je la garde? Maman m'a fait écouter le cœur. Donc déjà, quand on te fait écouter le cœur du bébé, c'est compliqué. Je l'ai aimé. J'ai choisi ma fille. J'aimerais te dire que j'ai choisi son père, mais ce serait malhonnête. C'est pas un secret ce que je dis aujourd'hui. J'ai choisi ma fille. Et est-ce que ça t'a fait peur de devenir maman avec une histoire pareille? Oui et non. J'ai jamais douté de la maman que je suis, dans l'amour que je peux lui apporter, dans l'intention, dans la bienveillance, dans la bientraitance. En revanche, je savais que j'avais une responsabilité. Celle de faire ce qu'il fallait pour aller bien, pour ne pas indirectement lui faire payer mes traumatismes, pour qu'elle ne porte pas ce poids-là. Je pense qu'à un moment, il faut briser le transgénérationnel. C'est un peu le problème de l'inceste, des maltraitances, des violences intrafamiliales. Tu vois, j'ai écrit un petit livre là récemment qui sort dans quelques jours, qui parle des violences qui tuent l'enfance. Et moi, j'insiste en fait. Elles tuent l'enfance, mais elles peuvent tuer des générations entières. Et il nous appartient. C'est pas parce qu'on a été victime qu'on a tous les droits. Le jour où tu deviens parent, je sais que c'est dur ce que je dis, mais tu deviens responsable. Donc t'es pas excusé par ce que t'as vécu. Et c'est ton job de faire ce qu'il faut pour ton enfant. Et moi, j'ai toujours fait le nécessaire. Quitte à faire des psychothérapies toute ma vie, c'est OK. Et est-ce que en devenant mère, t'as encore plus compris que ce que t'as vécu quand t'étais petite, c'était pas normal? Est-ce que ça t'a fait encore plus réaliser des choses? Oui. Quand je me vois avec ma fille, je vois à quel point j'ai pas eu ça. Tu m'as dit un truc super mignon. Tu m'as dit que tu trouvais ça chou qu'elle se prenne la tête pour son gloss. C'est ma plus grande fierté. De savoir que ma fille a des considérations tellement superficielles, mais tellement fortes de sens après tant de drames. Qu'est-ce que je suis heureuse de voir qu'elle peut se centrer sur des choses accessoires, parfois futiles, et c'est si important pour elle. Elle avait un carnaval au collège, c'était tellement important. Elle m'a mis une tête comme ça pendant des jours, je comprenais pas. Et en même temps, je comprends parce que c'est sa vie. Et qu'est-ce que je suis fière que dans sa vie, il y ait toutes ces choses qui lui appartiennent et qui sont loin des sujets tant sérieux qu'on aborde aujourd'hui. Ça montre que j'ai réussi en partie ce que je voulais. Est-ce que ça t'a réparé d'avoir une petite fille? Non. Je refuse. Alors l'enfant pansement, chacun met les mots qu'il veut là-dessus, mais ma fille c'est pas son job et ça le sera jamais. Et je mets justement un point d'honneur et je lui répète souvent qu'elle n'est pas responsable de maman. C'est maman qui est responsable d'elle, pas l'inverse. Et ça c'est très important de déculpabiliser son enfant et de lui laisser sa place. Après ça n'empêchera jamais que je suis sa maman et que elle est forcément protectrice avec moi. Elle m'a vu, même si je l'ai préservée, subir tant de drames et de souffrances. Et puis même si je te réponds de la sorte sur ce point. J'ai jamais menti à ma fille. Tu lui as raconté tout ce que tu as vécu? Avec des mots d'enfant, avec des professionnels. Moi, j'ai toujours fait de manière accompagnée avec un pédopsychiatre, une psychologue. Je fais toujours attention. Mais oui, il faut pas mentir aux enfants. Il faut pas les prendre pour des idiots. Ce sont des éponges. Je sais que c'est très cliché, mais c'est réel. Donc il faut... Mais alors, comment on explique à une petite fille que c'est que des abus? Tu l'expliques avec les mots du cœur. Tu dis les choses simplement. Moi, elle savait que mon père m'avait fait du mal, mais elle avait pas le mot clé. Mais tu fais au fur et à mesure des âges. Après, elle a toujours su que mon père m'avait fait du mal, puisqu'il n'existait pas dans ma vie. Donc, il a fallu expliquer ça à ma fille au fur et à mesure des années. Pourquoi ma fille n'a pas de papy? Il est vivant? Il est vivant.
Il est vivant et il est seul aujourd'hui avec un enfant. J'ai un demi-frère. Et j'ai beau avoir porté toute cette histoire de vie qu'on détaille aujourd'hui devant les juridictions, avoir signalé, avoir fait des témoignages plus que vus, ça ne choque personne qu'il soit laissé seul avec un enfant. Mon demi-frère, il a 10 ans et mon père, il en a 59. Et il le voit? Ouais, il le voit seul sans surveillance. Alors qu'il y a eu tout ça. Et tu te demandes à un moment, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter le massacre? Parce que c'est peut-être cette petite nuance que je t'ai pas répondu quand tu me disais qu'est-ce qui s'est passé après. C'est qu'il sort de prison, il est libéré. Malgré sa condamnation, il a le droit de voir mes frères seuls, notamment le plus jeune qui peut pas se défendre. Et au-delà de ça, il conserve son autorité parentale, c'est-à-dire ses droits sur mes frères, mais y compris sur moi. Donc on va dire à un homme, vous avez agressé sexuellement votre fille, enfin vous êtes un pédocriminel qui plus est incestueux, mais vous allez décider pour la santé de votre fille, pour son école, et c'est complètement normal. Non, c'est pas normal. Et ça existe encore aujourd'hui. Je suis pas un cas isolé, je suis pas une minorité, loin de là. Je sais qu'un triste reflet des problématiques auxquelles on fait face. Mais je comprends pas comment t'arrives à ne pas être en colère contre le système. Je suis en colère. Évidemment que je suis en colère parce que c'est un cumul de failles qui a coûté la vie de toute ma famille. Justement, je voudrais qu'on revienne à ce moment, quand t'es sur le bateau, pour pouvoir s'appuyer et comprendre ton histoire. T'es avec ta fille et Karl, ton petit frère. Le téléphone, il sonne. Est-ce que du coup, tu peux me raconter ce moment-là pour qu'on puisse comprendre? Oui, bien sûr. On est en 2019. J'ai demandé le divorce entre-temps. Je me suis réinstallée près de chez ma maman. Comment? Ta fille a quel âge? Elle a, quand je me sépare, ma fille a 2 ans et demi. À ce moment-là, elle a 4-5 ans de mémoire. On est en 2019, elle est de 2014. Donc, elle avait pas encore 5 ans, exactement. Et donc, j'amène ma fille et mon petit frère en vacances parce que je travaille beaucoup. J'ai repris des études de droit après tout ça, malgré tout. Je fais des heures de ménage, je donne des cours de soutien scolaire. Enfin, je galère à assumer ma vie. Et donc, j'offre ces vacances à ma fille après avoir charbonné pour. Et je propose à ma mère de prendre mon petit frère Karl avec moi. Qui a quel âge? Qui a 9 ans. Et qui va mal, parce que Karl, à ce moment-là, il fait des allers-retours aux urgences très régulièrement, il fait des crises d'angoisse, il prend des thérapeutiques. Il dit, je veux pas aller chez mon père, qu'il appelle par son prénom. Parce qu'il passe encore des week-ends chez ton père. Ah oui, bien sûr. Et en fait, c'est une descente aux enfers, car il est dans un état lamentable. Et ma mère est démunie, parce qu'elle me dit, mais tu te rends compte, Stéphie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils lui ont donné des droits. Je veux dire, je peux même pas le protéger, donc ça sert à rien que je saisisse un juge. Ils ont décidé qu'il avait le droit de le voir seul. Donc je suis impuissante face à ça. Ma mère était mal, mais j'ai pas vu à quel point elle était mal. Et petite anecdote triste aussi, c'est que je découvre, quand je me sépare donc du père de ma fille, je m'installe à côté d'elle et donc je suis plus dans le quotidien de ma maman et de mes frères et notamment du plus jeune. Et là, je découvre que ma mère est alcoolique. Et ma mère était très différente de moi. Moi, je peux pleurer devant toi, je peux te parler de mes sentiments. Ma mère, elle ne savait pas faire tout ça. Donc elle était très dure et elle cachait beaucoup son mal-être. Et donc, je suis sur ce bateau pour apporter du bonheur à ses enfants, de la légèreté, de la joie de vivre, de l'innocence, tant que possible. Et en fait, le téléphone sonne et on me demande de rappeler mon père de toute urgence. Et là, je m'isole sur la cabine, sur le balcon de la cabine du bateau. Mon frère fait du toboggan au club enfant, ma fille fait la sieste. Et là, il m'annonce que ma mère s'est suicidée. Il me dit, je suis désolée, ma chérie, maman s'est suicidée. Et avec les mêmes mots, le même ton. Vraiment, c'est tout pareil que quand j'étais petite et qui remontait ma culotte. Je sais que c'est une phrase que je répète beaucoup, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et là, ça a signé une énième descente aux enfers parce qu'il a fallu gérer. Il se rend compte que c'est de sa faute, tu crois? Pas du tout. Mon père, aujourd'hui, il vit super bien. Moi, je suis un monstre et il me dégrade dès qu'il peut. Enfin, je veux dire, il a un discours sur moi qui ferait bondir la France, je pense. Oh. Et il pense quoi de tes prises de position publiques, tu crois? Il a pas honte de s'afficher, les gens Il a savent essayé que mon premier témoignage, il a essayé de faire il a envoyé ses avocats, il a essayé, je pense qu'il a annoncé, après je sais pas, moi avec grand plaisir qu'il s'expose et qu'il vienne dire autre chose que ce que je dis. Grand plaisir, tout le monde veut savoir qu'il a son visage, où il est, ce qu'il vit. Moi je le préserve, je suis de bonne foi quand je parle, tu vois, il y a aucune volonté de lui nuire. En revanche, il y a une grande volonté qu'il ne puisse plus nuire. Tu vois la nuance? C'est pas mon problème s'il est vivant, mon problème c'est s'il fait du mal à des enfants. Et mon problème aussi, c'est qu'il réponde du mal qu'il nous a fait. Parce que je considère que la justice, elle n'a pas été rendue dans toute cette histoire. Tu penses qu'il a pu s'en prendre à d'autres enfants en dehors du foyer familial? Je pense que c'est pas du tout impossible. Je pense qu'un homme qui fait ça, il faut qu'on arrête parce qu'on est dans le déni, parce qu'on veut pas se dire que c'est pour toujours, mais de croire qu'on peut soigner ces gens. Un homme qui fait ça une fois, risque de recommencer, donc oui, je crois. Quand tu découvres que ta maman s'est suicidée, tu dois l'annoncer à ton petit frère Karl. Est-ce que c'est encore plus dur que de savoir que ta mère s'est suicidée de devoir l'annoncer à ton petit frère?
C'est plus que difficile, c'est insoutenable, mais est-ce que j'ai le choix seulement? Je sais qu'on me dit souvent t'es forte, t'es forte, t'es forte sur absolument tout, mais peut-être qu'il faudrait se poser la question si j'ai le choix d'être autre chose que forte. Donc oui, ouais, je suis devenue celle qui, avec mes mots, en tout cas, a dévasté son existence. Non pas qu'il m'en ait tenu rigueur, mais comment tu annonces à un petit garçon qui parle déjà de suicide, qui te dit déjà tous les jours à quel point il n'a que sa mère et toi finalement dans la vie. Il parlait déjà de suicide? Ouais, il faisait des allers-retours aux urgences dès qu'il fallait aller voir notre père. Moi, j'en veux beaucoup à l'école qui a pas fait de signalement. L'éducation nationale a été littéralement irresponsable. Il y avait largement de quoi s'inquiéter avant. Mais comment un petit garçon sait ce que c'est le suicide? Alors, il te dit pas le mot suicide, mais il te dit je vais me donner la mort, je vais me faire du mal, je vais me tuer. Des mots simples, hein, Et l'école, ils font rien? Non, à l'école, ils font pas grand-chose. Aux urgences, quand il y va, ils lui donnent du tertian, c'est-à-dire une molécule quand même assez forte. Mais voilà, on règle le problème comme ça plutôt que de le traiter véritablement. Il commence à avoir un psy, mais le psy fait pas de signalement. En fait, c'est vraiment une chaîne de défaillance où chacun se renvoie la balle de la responsabilité et finalement, ça devient presque le problème de personne. Et après, on s'étonne. Et pourquoi il allait aussi mal avant que ta maman décède? Il n'expliquait pas vraiment, mais il disait que son père lui faisait du mal, que c'était trop difficile, mais il mettait pas vraiment les mots agression sexuelle. Ça, il l'a fait après le décès de notre mère. Donc en fait, moi, je l'annonce à Karl et Karl me dit, je t'en supplie, protège-moi de lui. Je dis lui parce qu'il l'appelait par son prénom. Et c'est ce que j'ai fait. Donc Stéphie, ensuite tu deviens la maman de ton petit frère, clairement. Karl, c'est ça. Tu deviens sa maman. Sa maman, c'est un grand mot. Il m'a toujours appelé Stéphie, Soso ou ma grande sœur préférée, mais j'ai jamais eu la prétention d'être sa maman. Mais effectivement, j'ai joué le rôle de maman, évidemment. Oui. Puisque j'en obtiens la garde et donc il vient vivre avec ma fille et moi au quotidien. Comment ça se passe quand il habite chez toi avec ta fille? Alors nous c'est pas le sujet. Nous, on aimait beaucoup chanter cette chanson de Vianney, et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à 2 à 3, donc c'était vraiment ça. Enfin, la vie était belle en réalité tous les trois. Là où elle était plus difficile, c'est que même si j'en avais la garde, notre père a conservé ses droits. Il conservait ses droits, c'est-à-dire son autorité parentale, et donc il pouvait nuire sur tout un tas de thématiques liées à la vie concrète, quotidienne de Karl. La santé, l'école. Ça veut dire que toi, t'étais surtout obligée de maintenir un lien avec lui. Alors oui, je faisais des comptes rendus, je lui envoyais des nouvelles régulièrement, mais plus pour qu'on me reproche pas au tribunal d'être de mauvaise foi et de ne pas respecter le père. Parce que la technique de ce genre d'homme, et ça va parler à beaucoup derrière l'écran, c'est de s'en prendre aux parents dits protecteurs. Donc, c'est-à-dire, c'est forcément ma faute si Karl ne veut pas de lui. C'est forcément à cause de moi si Karl ne veut pas lui parler. Il refuse d'assumer le fait que... Mais c'est un prédateur, il peut être c'est très dangereux. On peut pas laisser un enfant dans les mains d'un prédateur. Ben, la justice est toujours très ambivalente là-dessus. Moi, je sais que Karl, pendant 2 ans, tu imagines que c'est plus de 7 décisions de justice, dont en cours d'appel, donc avec quand même des juridictions assez formées. C'est toujours posé et reposé la question du maintien du lien, et c'est ce que mon petit frère Karl ne supportait pas. On lui disait ok Karl, on te croit, tu dénonces des agressions sexuelles, plus on veut bien te croire, mais malgré tout ça reste ton père, et tant qu'il n'est pas condamné on peut pas faire grand chose. Donc tu vis avec ta grande sœur, mais il faut que tu comprennes que il a des droits, c'est ton père, donc il faut lui demander son avis pour ci, pour ça. Mais t'imagines pour un enfant ce que c'est de savoir que finalement le médecin Karl, il savait tout ce qu'il avait fait ton père sur toi? Alors il le savait de la part de notre père. En gros, il avait anticipé quand Karl était tout petit. Il l'avait amené chez une psychologue qui, je me demande encore comment elle a pu avoir le droit d'exercer. Lui avait annoncé ça, mais de manière ultra banalisée. Donc en fait, Karl avait appris ça tout petit en se disant bah ça va, c'est pas si grave. C'est super d'expliquer ça à un enfant. Et c'est dramatique parce que ça le met aussi en danger par rapport à d'autres adultes. Ça veut dire qu'on banalise ce type de violence alors que ce sont des violences qui tuent l'enfance. Tu sais si ton père il a abusé de Karl? Moi, je crois Karl. Donc, moi, je crois ce que Karl a dit, oui. Karl l'a dit? Bien sûr, oui, c'est ce que je te disais. C'est Karl a dénoncé des agressions sexuelles et il a vraiment mis des mots dessus au décès de notre maman. Il a déposé plainte et aujourd'hui, la plainte de Karl, elle est lettre morte. J'ai pas dit mon dernier mot. Il faut savoir qu'en France, le décès de la victime présumée n'emporte pas l'extinction de l'action publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le procureur de la République, la France, l'État, la justice française peut tout à fait décider de poursuivre notre père pour les faits que Karl a dénoncés. Sachant qu'il a été auditionné, ça a été filmé, il y a des traces de ça, il y a un procès verbal. Donc aujourd'hui, si la justice le voulait, elle pourrait rendre justice à Karl. Et pourquoi elle le fait pas? Qu'est-ce qu'elle attend? Je sais pas comment tu expliques que mon père a jamais fait une garde à vue malgré tout ce que Karl a dénoncé. On l'a jamais mis face à ses responsabilités vis-à-vis de ce que Karl disait. Et si cet enfant a tant souffert et n'est plus à mes côtés aujourd'hui, peut-être que ça mériterait que la justice mette les moyens d'investir le sujet. Et la parole publique que tu as n'aide pas? C'est fou, mais non. Je sais que c'est fou. Moi aussi, je me dis que c'est fou, mais non. Rien.
absolument rien. Ouais. Même d'avoir été entendu à l'Assemblée nationale? Bah ouais, non, c'est pas la première fois. Je passe mon temps, enfin, je travaille avec les parlementaires, je travaille avec le gouvernement, je travaille même parfois avec des parquets, c'est-à-dire avec des tribunaux. Euh, et je sais qu'ils, pour certains, ils me reconnaissent dans le travail qu'on fait. On arrive à avoir de très bons échanges et à aider beaucoup d'enfants, mais non, ça n'aide pas, non. Parfois, je me demande vraiment ce qu'il faut, mais ce qu'il faut pour Karl, pour la justice qu'il mériterait d'obtenir, mais aussi pour tous ces enfants. C'est très compliqué de comprendre pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à sanctionner à la hauteur d'eux. Comment on peut laisser des hommes, ok quand on sait pas, ok quand on n'a pas la preuve, parce qu'il y a vraiment une question de présomption d'innocence. Je sais que c'est dur à entendre, mais moi je fais du droit et je suis quand même obligée d'insister là-dessus. On peut pas condamner un innocent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué quand on n'a pas d'éléments. Et ce sont des violences qui laissent difficilement de traces et de preuves. C'est très compliqué ce parole contre parole si je vulgarise un peu. Mais quand le type a été condamné pour des faits d'inceste déjà sur sa fille, que son plus jeune, enfin en tout cas son 4e enfant de sa première union, dénonce des violences sexuelles aussi. Pourquoi on le place pas en garde à vue? Pourquoi on décide pas de croire l'enfant et de le protéger? Pourquoi c'est à lui de subir cette idée de ça reste malgré tout ton père, c'est compliqué, pour l'instant au niveau pénal ça donne rien? Il y a des grands-parents dans l'histoire? Bonne question. Mais en vrai, je te remercie de poser la question de ma famille parce qu'on me la pose rarement. Souvent, pour autrui, ma famille, ça va être père, mère, des choses comme ça. Alors moi, mes 2 grands-pères sont décédés, un avant ma naissance et un dans la foulée. Et il y a la mère de mon père avec qui j'ai un lien, mais qui est très âgée, que je respecte parce que quand j'étais petite, elle était la seule à vraiment s'occuper de moi, à payer pour moi. Voilà, tu vois, elle m'a soutenue dans ma musique, mes cours de violoncelle, de piano, dans mes études. Donc j'ai cette reconnaissance, même si malgré tout ça reste la mère de mon père, donc il y a une juste distance parce qu'elle est quand même dans le déni. Dans ces moments de lucidité, elle va dire que son fils est un monstre, mais pour le reste du temps, ça reste son fils et moi j'ai démoli la famille, donc et que je n'ai pas de famille. Et de manière plus large, alors du côté de ma mère, c'est vraiment le néant. Il reste sa mère, mais qui m'a insultée quand ma mère est morte, elle m'a traité de et quand Karl est décédé, elle est venue, elle a voulu me frapper, il a fallu que des gens Pour quelle raison? poussent. Parce qu'elle me reprochait d'avoir fait fermer le cercueil de ma mère. J'ai refusé qu'on voie le corps de ma mère avec mon frère cadet. C'est une décision prise ensemble parce qu'elle n'était pas présentable, tout simplement. Et donc j'ai pas voulu. J'ai considéré que si ma mère s'était suicidée alors qu'on était à l'autre bout du monde, c'était pas pour qu'on la voie ainsi. Et puis un jour, le drame que personne n'aurait imaginé arrive, le décès de Karl. Est-ce que tu peux me raconter? Oui. 2 années d'amour, 2 années de lutte aussi et de combat pour essayer de le protéger. Et puis au bout d'un moment, cette évidence qui est qu'il est en fin d'année de 6e, il faut que je lui laisse un peu de liberté, d'indépendance. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai arrêté mes études au décès de ma mère pour aller travailler, pour obtenir la garde de Karl. Et puis finalement, c'était pas rentable parce que travailler avec 2 enfants, les frais de garde, enfin bon courage pour avoir de quoi vivre. Et donc je reprends des études qui sont pas une vocation en soi, mais qui étaient un moindre mal, et je rentre à l'école infirmière. Et donc j'avais laissé mon petit frère quelques heures en fait, mois de juin 2021. Il avait quel âge? Il avait 12 ans. Il est d'avril. Et je le laisse sans trop d'inquiétude. C'est lui qui me dit, mais t'inquiète, va à la salle de sport, le temps que je prenne ma douche, machin. Ma fille était gardée ce soir-là parce que le lendemain, justement, j'étais en stage à l'école infirmière très tôt. Et j'étais pas particulièrement inquiète. À ce moment-là, il donnait un peu le champ. J'avais vraiment le sentiment que j'étais loin d'être la seule puisqu'il était suivi. Moi, il avait un pédopsychiatre, une psychologue, qui sont des gens très bien, à qui je ne tiens rigueur de rien. Et je rentre de la salle de sport. Et je m'étonne qu'il soit pas derrière la porte. Normalement, il entend la voiture arriver. C'est plutôt du genre à ouvrir la porte, à me faire une petite, enfin, être content. Et il est pas là. Je passe la clé dans la porte et vraiment, je pèse dans ma tête. Je me dis, oh, le préado, il a dû partir se coucher, enfin, tu vois. Et en fait, non, mon frère était accroché devant moi. Il s'est pendu à la porte de l'ascenseur du domicile de notre maman. Est-ce que tu penses qu'en quelque sorte, il a peut-être vu ça chez ta maman? Il savait le mode de suicide de notre mère et forcément, ça l'a inspiré. Et ça, c'est aussi une responsabilité de notre père, c'est que notre père s'amusait à raconter à tout va le mode de suicide de notre mère. Ce qui fait que quand notre maman est décédée, j'ai pas eu le choix de le dire à Karl, sinon il l'aurait appris par une tierce personne à l'école, n'importe comment. Après, si ça n'avait... J'essaie de me dire, tu sais, le suicide laisse une culpabilité infinie, peu importe ce qu'on te dira en face de toi. Ça, il faut l'accepter, mais si je raisonne, je sais que ça aurait pu arriver à n'importe quel autre moment, n'importe quand, sous un... Tu te sens coupable? Bien sûr, je me sentirais toute ma vie coupable. C'est pour ça que j'aimerais bien que les gens arrêtent parfois de me culpabiliser, de pas en faire assez, ou de pas être comme ils voudraient que je sois, ou de ci ou autre. Qui te culpabilise? Des tierces personnes sur les réseaux sociaux ou à d'autres égards, et je me sens parfois pas respectée à la hauteur. Je t'avoue que là, je commence à fatiguer après 5 ans. J'enfonce des portes toute la journée. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un miracle avec tout ce que je fais. Et ça devient un peu difficile de devoir toujours me justifier alors que c'est déjà miraculeux de vivre avec tout ça, tu vois. Laissez-moi tranquille.
Enfin, peut-être tu veux me poser une question? Pas du tout, je t'écoute. Karl décède, je crée mon association qui s'appelle l'association Karl. Pas très originale, mais elle a le mérite de porter sa mémoire. Et je le fais sans aucune prétention, en n'imaginant pas une seconde que les besoins sont conséquents comme aujourd'hui, je pourrais te l'exprimer. Et surtout, je n'ai pas la prétention de pouvoir proposer l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui, mais je sais que si il y a une possibilité de faire en sorte que mon petit frère soit pas mort pour rien, alors je dois le faire, je dois le tenter. Et qu'est-ce que tu as découvert en ayant cette association? Qu'est-ce que tu as vu? Je découvre mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est qu'il n'y a pas une Stéphie, il n'y a pas un Karl, en fait. Ce sont que des Stéphie, que des Karl, et que ce que je pense avoir été un cas isolé ne l'est pas du tout, et que les problématiques que j'ai endurées, même il y a des années, perdurent aujourd'hui, et je découvre que c'est une catastrophe. T'as des statistiques à nous donner? Ouais, je vais donner des statistiques nationales parce que il y a ce qu'on constate et il y a ce qu'on peut dire, mais aujourd'hui, on parle d'un enfant sur 10 victime de violences sexuelles. Mais on a aussi d'autres statistiques qui nous disent que, à l'échelle de l'Europe, on a un enfant sur 5. Donc, tu peux déjà te baser sur un minimum de 3 enfants par classe. C'est un enfant toutes les 3 minutes. C'est énorme, en fait. Ça veut dire qu'on connaît tous forcément un enfant qui est abusé par ses parents. Bien sûr. Et autour de toi, si tu prends ton entourage, il y a des gens qui ont subi ça. Ils te l'ont peut-être pas dit, ils te le diront peut-être jamais, mais tu verras. Fais le test. Si tu veux, commence à parler de ça un peu autour de toi et vois ce qu'on te dit. Et c'est pourquoi j'ai créé cet asso. Tu vois, j'y accorde... je sais pas, il y a des semaines, ça peut être 100 heures, c'est indécent. Je très régulièrement, je fais une nuit blanche. Aujourd'hui, mon association, c'est ça qui est fou, c'est qu'elle va faire, et pas pour dire que des associations hautes ne font rien, mais qu'on va, en termes de prise en charge, d'accompagnement, proposer 10, 20, 30 fois plus que des assos qui ont des budgets à 600 000, 1 million annuel. Nous, on n'a pas ça. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que oui, les Français vont faire des dons, on est reconnus d'intérêt général, donc c'est défiscalisable. Mais on n'a pas de grands mécénats, et moi, je peux pas être au four et au moulin. Je suis désolée de le dire, mais j'accompagne des enfants qui vivent... Aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi? D'argent. J'ai besoin d'avoir les moyens de salarier. Je veux pas un salaire... j'ai pas besoin de vivre riche. Je veux juste manger, payer un loyer, ne pas pleurer tous les soirs parce que je sais pas si le mois prochain, je vais y arriver. Et ne pas me retrouver... Je vais donner l'exemple de ce qui m'est arrivé en janvier. Je me réveille un 2 janvier à être chez le dentiste qui me dit qu'il faut m'enlever ma dent, me poser un implant. C'est aussi les conséquences d'une enfant placée qui a pas eu les soins aussi, parce que quand t'es placé, on prend pas bien soin de toi le plus souvent, hélas. Enfin bref, avec un devis qui est un devis honnête, c'est comme ça, c'est le coût de la vie, ces soins dentaires, ça coûte de l'argent. Et me dire, parce que j'aide les gens, je peux pas me soigner. Ça fait mal, tu vois. Et je citerai pas le nom de la personne au final qui m'a soignée, c'était il y a quelques jours. Et tu vois, ce professionnel, il a eu pitié, je pense que je l'insulterai si je dis ce mot qui se vexerait, mais il a choisi de m'aider parce qu'il a... En fait, après m'avoir opéré, il est tombé sur mes témoignages et il a dit, je peux pas rester insensible face à ça. Et je suis pas sûre qu'il se rend compte de ce que ça représente pour moi. Ça fait 5 mois que je me dis que j'ai besoin d'aide, que je pleure, que plein de gens, tout le monde dit qu'il va m'aider et personne ne fait rien. Donc ça ne fera pas manger pendant 1 an, mais à minima, je suis soignée. C'est quoi ton but ultime? Être avocate pour défendre les enfants? Alors mon but enfants? ultime, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que j'ai validé mon master à Assas en tant que majeure de promotion. Je le dis parce que c'est un petit mot pour les gens qui souffrent ou qui ont eu des trajectoires diverses et variées. Et pour les gens qui t'ont aidé aussi. Pour moi, c'était important de leur faire honneur. C'était important quand mon objectif, quand on me tend la main, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que la personne ne regrette jamais. Je veux qu'elle se dise, j'ai tellement bien fait, je veux qu'elle ait envie de le refaire et je veux qu'elle motive d'autres à le faire. Et donc, c'est vrai que j'avais cette pression. C'est vrai que c'était quand même une pression, mais en même temps, c'est une grande fierté. J'espère que je les ai rendus fiers. J'espère qu'ils se disent, j'ai bien fait de lui donner de l'argent, j'ai bien fait de la suivre, j'ai bien fait de lui écrire. Il y a rien que j'ai fait qui a été de trop et tout ça a contribué à quelque chose. Mais la réussite, elle n'est pas terminée puisque moi, j'ai choisi de poursuivre après ce master. Et donc, aujourd'hui, je fais un doctorat en droit. Mais je n'ai pas de financement. Et donc, c'est compliqué. C'est-à-dire que, grosso modo, je n'ai pas d'autre entrée d'argent que la pension que le père de ma fille me verse tous les mois, qui est de 500 €. Je peux pas vivre avec ça. J'ai pas de logement social, enfin. Et pourquoi tu refais pas un appel aux dons? Parce que j'aimerais que... Déjà, les gens, soit ils donnent à l'association et c'est défiscalisé et c'est très bien pour eux, parce que les gens qui ont de l'argent à donner sont des gens qui ont besoin de pouvoir défiscaliser. Mais s'ils me donnent à moi en direct, ils pourront pas défiscaliser. Et je pense que le moyen le plus sain aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai construit, ça serait d'être salarié. Et on parle pas de salaire à 3 000 €, mais au moins que j'arrive à payer mon loyer et nourrir ma fille. C'est quoi ton but ultime? À terme, moi, mon rêve, c'est d'être... triste rêve, mais plus beau rêve aussi. Moi, je veux être avocate de l'enfant et prof de droit. Mais je veux faire les deux, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je veux pouvoir enseigner le droit à ceux qui rendront la justice demain,
Je veux aussi pouvoir être celle qui portera la voix de l'enfant. Je sais pas pourquoi, mais je te dis ça, mais dans un podcast, donc c'est filmé, mais j'ai une certitude, et on verra plus tard, que t'es une prochaine Simone Veil pour la cause des enfants, et que tu feras des grandes choses et qu'on se rappellera de toi pour longtemps, parce que vraiment, aller jusque là où tu vas, te battre au quotidien, continuer tes études, c'est tellement impressionnant quand d'autres qui ont tout, moi par exemple, ont la flemme de bosser leur bac, et toi t'es là, tu t'accroches. C'est tellement impressionnant et je suis persuadée que tu vas faire des grandes choses et c'est filmé et tu verras dans 10 ans. On verra, mais je pense pas que l'essentiel soit qu'on se rappelle de moi, mais si on peut se rappeler de tous ces enfants qui vivent ces violences invisibles, alors j'ai réussi mon combat mais tenons le pari, on verra. Voilà, c'est ça, peut-être rédiger une nouvelle loi. Si tu fais du droit, tu pourras peut-être rédiger une nouvelle loi. Mais sache que c'est déjà le cas. L'association Carl, on fait pas qu'un accompagnement des victimes, hein. On fait du plaidoyer. Là, on est en train de faire passer, ça va être examiné et il faut croiser les doigts pour que ça passe parce que de toute façon, c'est vital. Une loi pour garantir l'information de la victime après la condamnation de son agresseur. Aujourd'hui, tu peux avoir un homme qui est condamné pour des faits de pédocriminalité, qui va être libéré sans que la justice en informe la victime. C'est ce qui est arrivé à plein de jeunes qu'on accompagne, notamment l'un qui s'appelle Yanis, qui s'est suicidé l'année dernière. Donc suite à ça, on a créé cette proposition de loi et on va obtenir gain de cause puisque déjà le garde des Sceaux nous soutient là-dessus, etc. En fait, je le fais déjà. Mais là, l'idée, c'est vraiment de développer un niveau de compétence et une spécialisation qui me permet d'être légitime à, je vais être vulgaire, fermer des bouches parce que parfois j'entends beaucoup de bêtises et ça commence à être vraiment fatigant. Aujourd'hui, derrière la femme engagée, qu'est-ce qu'il reste de la petite fille que tu as été? Beaucoup d'espoir. Je pense que j'ai appris à déconstruire mes carapaces et je pense que j'ai besoin d'aimer, d'être aimée. J'ai besoin de voir de belles choses autour de moi. Donc ça n'a jamais été tué en moi. Mon père a pas tout gâché. C'est ça qui est beau, c'est que il m'a rien offert, rien apporté dans ma vie, mais grâce à lui, je sais pertinemment ce que je ne veux pas être. Et ça, je le lui dois. Ton frère cadet Peter, il a quel âge aujourd'hui? Peter, il a 1 an de moins que moi, donc il a 28 ans. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait plaisir que tu poses cette question parce que je sais que beaucoup comprennent pas sur les réseaux, que je l'expose pas ou autre. Et c'est vrai que lui, il souhaite pas s'exposer, mais ça n'enlève en rien son soutien. Je peux toujours compter sur lui. Il est très fier de ce que je fais, mais lui, il a pas envie, il est pas prêt à passer ce cap. Il est très différent. Il avait pris 1 ou 2 fois la parole quand même, mais il préfère rester en réserve et c'est sa manière à lui de surmonter. Ça, je crois qu'il faut le respecter. Est-ce qu'il a été victime lui aussi? Alors moi, j'avais dénoncé, hein, j'ai vu des choses, mais quand il avait été auditionné à l'époque, il avait pris la défense de ma mère et de mon père parce qu'à cette époque-là, elle demandait pas encore le divorce et aujourd'hui, il te dira qu'il a aucun souvenir. Donc, pour ce qui est du reste, il va autant que possible. Il a une femme aux États-Unis, il est heureux. Il y est depuis l'âge de 17 ans, si je m'abuse, donc ça fait plus de 10 ans. Il est parti faire ses études là-bas? Ouais, maintenant il a toute sa vie aux États-Unis. Ouais. Et il est heureux, il travaille et il essaie de s'en remettre comme moi. Je crois qu'on a chacun notre chemin et. Il parle avec ton père? Pas du tout, non. Non, pour lui, il n'y a même pas de sujet. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que t'étais? Je lui dirais de se pardonner et qu'il faut qu'elle se laisse une chance, qu'elle a le droit de vivre et qu'elle a le droit de tout. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais que tout est ok si c'est bon pour elle. Et s'il y a des enfants qui souffrent de violences Je leur dirais que quoi qu'ils entendent sur le système judiciaire, qu'importe qu'on peut dénoncer parfois, moi la première, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils demandent de l'aide. Parce que c'est le seul moyen. Il ne faut pas qu'ils restent seuls avec ça. Et qu'importe la personne à qui ils s'adressent, le tout c'est qu'ils demandent de l'aide. Et surtout, je leur dirais et je les supplierai même. Je leur dirais pas juste, je crois qu'à ce stade, j'en suis à supplier ces enfants de pas se flageller, de pas se sentir coupables, responsables, sales. Je leur dirais qu'ils sont propres, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils ont toute la vie devant eux. Et je leur dirais que la vie en vaut la peine. Je sais que ça semble fou. Dans le creux de la vague, on en a parlé, c'est difficile de voir qu'on peut se relever et qu'on n'aura pas toujours le sentiment de boire la tasse. Mais je leur dirais, ne lâche rien, ça va payer. Et je sais que même si là on me voit un peu vulnérable, ça a payé et ça continuera de payer. C'est juste que il y a des petites vagues qu'il faut savoir encaisser et donc apprendre à surfer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Des miracles. J'ai besoin de miracles aujourd'hui dans ma vie. Voilà, beaucoup d'humanité, beaucoup d'espoir et donc en tout ça une part de miracle, que ma vie soit plus simple, que je n'ai plus à enfoncer des portes du matin au soir. Je crois que ça sera déjà beaucoup. Stéphie, merci beaucoup. Merci à toi. Encore bravo pour le combat que tu mènes. T'es très impressionnante. Et je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette interview peut-être pourra t'aider
à recevoir des dons, à ce que la justice fasse quelque chose. Et j'espère vraiment que ça va bouger pour toi. Et du coup, je peux rappeler que l'association s'appelle Carl, que vous pouvez faire des dons. On va mettre en description le lien pour faire des dons. Carl avec un C. À ajouter. Carl avec un C, si tu as quelque chose à ajouter. Comme Carla, voilà. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de vous rendre sur le site internet de l'association Carl et de remplir le formulaire de demande d'aide en ligne. Le plus complet, cela est fait, et le plus facile pour nous, c'est d'être réactif et de vous venir le plus rapidement possible en aide, quelles que soient vos difficultés. Et si je peux me permettre, tu es trop modeste, mais si vous voulez faire des dons, le lien est en description. Je me permets. Merci beaucoup, Stéphie. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Derrière l'histoire de Stéphie, il y a évidemment un drame, mais il y a aussi quelque chose qui parle à beaucoup de femmes. Le manque d'amour, les blessures d'enfance, le rapport aux hommes, la difficulté à faire confiance, à devenir mère sans répéter ce qu'on a subi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cet épisode. Et si vous voulez que je continue à faire des interviews comme celle-ci, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me permet de continuer à faire des interviews profondes et nécessaires comme celle-là.